Nice, capitale de la Côte d'Azur. Certains profitent du soleil méditerranéen, mais pour d'autres, c'est une journée de travail musclé qui s'annonce. Ce matin, l'unité d'élite de la police, le GIPN, a rendez-vous sur le tarmac de l'aéroport avec les gendarmes. Ils doivent interpeller un homme dangereux, un des patrons de la mafia calabraise sur la Côte d'Azur. Bon, les informations qu'on a eues dernièrement seraient un individu qui est quand même allé assez sur le qui-vive, donc il faut une intervention rapide et efficace. C'est justement pour son efficacité que la police fait appel à l'hélicoptère. Jackie, le pilote, est un expert dans le domaine des repérages sensibles. On a un zoom qui permet de lire une plaque d'immatriculation à plus d'1 kilomètre de distance. C'est quelque chose de très efficace. Donc c'est très efficace et très puissant. Cette caméra ultra moderne, au zoom surpuissant, permet de tout voir à très haute altitude. Après quelques minutes de vol, l'appareil parvient au-dessus de la villa du parrain. Une maison cossue dans un quartier résidentiel. L'homme se promène tranquillement dans son jardin. Il s'occupe de ses arbustes. Il ne soupçonne pas une seconde que des policiers sont en train de l'observer à près de 4 km de distance. Là, je te fais un zoom sur le portail. Ah, super. L'appareil est invisible et inaudible. En interpellant cet homme, les policiers veulent mettre un coup d'arrêt aux activités de la mafia calabraise et au trafic de cocaïne sur la Côte d'Azur. Des images que les enquêteurs vont maintenant décrypter dans leur quartier général. En fait, le stationnement, il est juste là. Donc tu vois, on aura là, voilà. Ah bah tiens. Vous êtes passé derrière l'entrepôt, là, tu sais. Voilà, tu peux arrêter là. Ouais, ils peuvent Voilà, passer par là, tu vois. Voilà. D'accord. Comme ça, tu peux faire le tour. Grâce aux images de l'hélicoptère, les policiers remarquent un passage à l'arrière par lequel le suspect pourrait leur fausser compagnie. Ils repèrent aussi le meilleur endroit pour cacher leur véhicule. Là, c'est une contre-allée. Ouais. On se gare là, tu vois, c'est des champs. T'as juste un D'accord. champ. Donc on se gare là, et après, on a juste à marcher là. Tu vois, c'est D'accord. pas... Ok, parfait. Les hommes du GIPN doivent jouer sur l'effet de surprise. Plus on surprend un individu et moins il a le temps de se retourner, prendre les armes et se retourner contre nous. Ce sont des grosses affaires, donc il y a forcément un gros danger. Le suspect, déjà condamné et emprisonné, possède des armes chez lui. L'interpellation est prévue le lendemain à l'aube. Elle est dangereuse. 7 pilotes, 7 mécaniciens, 18 gendarmes. Bienvenue à la base hélicoptère de Hyères, dans le Var. Leurs armes, 2 appareils aux équipements ultramodernes capables de lire une plaque à plus d'1 kilomètre. Vision nocturne, caméra thermique, vitesse de pointe, 260 km/h. Attention, une personne est en train de sortir. Grâce à ces appareils, les gendarmes du ciel sont capables d'intervenir sur les missions les plus sensibles. Derrière, il y a du monde sur le toit là. Sauvetage, surveillance, recherche de personnes disparues Ah, tiens, il y a un truc orange là-bas. et soutien des troupes au sol. De jour comme de nuit, ils réalisent plus de 400 interventions par an. J'ai rarement eu des situations aussi chaudes. Le groupement d'hélicoptères, c'est aussi la force d'une équipe, dirigée par le lieutenant-colonel Blois. 22 ans de pilotage. Il y a des soirées où on est particulièrement fiers d'être votre chef et ce soir, c'en est une. Pendant 3 mois, nous avons suivi ces hommes sur tous les théâtres d'opération. En ville, en mer, à flanc de falaise, partout où les autres ne vont pas. Au lendemain de leur repérage, les hommes du GIPN sont sur le pied de guerre. L'interpellation du parrain doit avoir lieu à 6 heures précises. Le GIPN joue gros. L'homme est le principal relais de la Drangheta, la mafia calabraise sur la Côte d'Azur. Cette organisation, réputée pour son extrême violence, s'étend sur la région. À tous pieds à terre. Ouais, ça y est, l'objectif est juste à côté. On organise la colonne et on va pouvoir progresser gentiment.
Allez, go les gars, on y va. Tout le monde prend ses positions, le GIPN en première ligne, les enquêteurs derrière. Les coups réveillent la maisonnée. Ouais, Bibi, on a vu une femme côté fenêtre, court pour nous. Pendant que les troupes mènent l'assaut à l'avant, un policier verrouille l'arrière. Les images de l'hélicoptère avaient montré que cet endroit était le point faible du dispositif. Bibi, ouverture pour nous, ouverture. Les bras. Prends les bras. Faut suivre. À l'arrière, le policier tombe nez à nez avec le suspect qui tentait de prendre la fuite. Objectif interpellé à l'extérieur. Mais le parrain n'est pas seul. Sa famille vit avec lui. Son fils de 20 ans peut être dangereux. Police. Vas-y. Police. Ok, il y a du monde derrière. Comment? Au sol, vous en occupez les gars? Il est neutralisé immédiatement. Le monsieur qui est dans le couloir, c'est qui? C'est qui le monsieur là? C'est mon fils. C'est votre fils, ok, d'accord. Il est pas riche. Ça va. L'interpellation des deux hommes a duré moins d'1 minute. Ok, c'est pris note à l'étage. Donc je suis avec la maman, les 2 filles, et il y a le fils qui est interpellé, mais dans l'escalier. Le suspect est amené dans la salle à manger. Il semble étonné. Mais l'officier de police judiciaire lui explique les raisons de son arrestation. On vous place en garde à vue à compter de l'heure de votre interpellation. Ouais. Dans le cadre d'une commission rogatoire d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille. De Marseille. C'est le juge qui s'occupe de cette affaire, qui est basé à Marseille. Qu'est-ce que c'est cette affaire? Je vais vous expliquer, c'est pour ça qu'on est là. Donc, bon. C'est bon. Cette affaire, c'est une affaire de trafic de stupéfiants. D'accord? Association de malfaiteurs. Donc, dans ce cadre, on a besoin de vous entendre. D'accord? Ça va prendre le temps que ça prend. Hein. Ça peut aller jusqu'à 96 heures, puisqu'on en est en matière de trafic de stupéfiants. Si c'est réglé avant, c'est terminé avant. En fonction des réponses que vous allez apporter aux questions qu'on va vous poser. Pour les hommes du GIPN, cette interpellation est un succès. Opération réussie, l'objectif était interpellé. Donc il n'y a pas eu de blessés, l'individu n'est pas blessé, pas de blessés chez les collègues. Donc la mission est une réussite. Une arrestation effectuée sans accroc grâce à l'aide précieuse des hélicoptères. Le parrain présumé est emmené au commissariat où il va être interrogé. À l'issue de sa garde à vue, il a été mis en examen pour trafic international de stupéfiants. Il risque 10 ans de prison. L'appareil de la gendarmerie ne sert pas uniquement à la lutte contre le grand banditisme. Il sert aussi à sauver des vies. La Londe-les-Morts, une station balnéaire d'ordinaire paisible, avec ses marais salants. Un paysage sans relief situé au niveau de la mer. Une destination touristique pendant l'été. Mais ce jour-là, la ville va connaître l'enfer. Depuis plusieurs jours, un déluge s'abat sur la région. En quelques heures, les rivières sortent de leur lit. Des torrents de boue dévastent tout sur leur passage. Et des automobilistes sont pris au piège. Sur la base aéronavale, elle aussi battue par les vents, les gendarmes se préparent à décoller. Il faut sauver des personnes en détresse. À bord, Laurent dit Lolo le pilote, Valérie le treuilliste et Christian le plongeur en combinaison orange. Christian est le vétéran du groupe. Il est à 6 mois de la retraite. Ce jour-là, il embarque pour une terrible mission. La région est dévastée. On leur signale 2 voitures en perdition. En quelques secondes, ils arrivent sur place. Là, regarde, c'est quoi devant là?
Ouais, voilà, c'est ça peut-être. Dans cette voiture rouge et dans la blanche, 3 personnes. Les eaux montent, elles peuvent être emportées à tout moment. Sur le bord de la route, à quelques mètres à peine, des témoins assistent impuissants à la catastrophe. Seul l'hélicoptère peut venir en aide aux victimes. Faut le sortir lui, faut le sortir. Ouvre la porte. Ouais, vas-y. Ok, j'ai rempli le truc. Les 2 hommes s'accrochent comme ils peuvent à la voiture pour ne pas se faire emporter. Il n'y a plus une seconde à perdre. Christian doit descendre. Donc je sors Christian. Attention à la ligne. Hein. Ouais, ok, j'ai visuel sur la ligne. Une ligne électrique rend la manœuvre périlleuse. Dans les opérations de secours, le pilote ne voit rien, c'est le treuilliste qui remplace ses yeux. Ok, top en avant. La ligne est largement à gauche, il n'y a pas de souci. Sécurité dans l'axe, c'est libre. Sécurité retour anti-coupe, c'est libre. À gauche, 1 mètre. À gauche, 1 mètre. Ok, top à gauche. Toi, t'as visuel sur l'arbre toujours? Oui, toujours. Ok, bonne position, bonne hauteur. Tu peux descendre de 2 mètres. On va gagner un petit peu de temps. Et à gauche, 1 mètre l'eau. Un petit gauche, 1 mètre. Ok, top à gauche. Ok, c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Ok, donc il remonte gentiment. Toujours bonne position, bonne hauteur. Il est à 15 mètres sous la machine. Il remonte gentiment, il n'y a pas de souci. Ok, sécurité. Christian a réussi. Le premier sinistré est remonté. Sécurité, c'est tout. Ok. Là, je l'assois dans la machine. Ok. Je vais les gens s'asseoir. Ok, voilà. On va le mettre à l'abri un peu plus loin là. Pourquoi tu... D'accord? Ouais, ça marche. L'homme est sous le choc, incapable de prononcer le moindre mot. Il vient peut-être d'échapper à la mort. Les sauveteurs vont le mettre au sec sur une route un peu plus loin, où les secouristes, en jaune, vont le prendre en charge. Ok, il y a les secouristes qui viennent à sa hauteur. Ok, c'est bon, je libère. Tu peux prendre de l'altitude. 8 mètres sous le patin. Dans l'axe, c'est... L'hélicoptère doit repartir pour sauver les occupants de la voiture rouge. Putain, et les véhicules sont en train de se barrer. La voiture blanche part à la dérive. Heureusement, plus personne n'est à l'intérieur. Dans la voiture rouge, les 2 hommes ont réussi à sortir. Ils s'accrochent au poteau qui est derrière. L'hélicoptère s'approche. Problème, les 2 hommes sont juste en dessous de la ligne électrique. Si les filins la touchent, Christian le plongeur risque une décharge mortelle et l'hélicoptère peut s'écraser au sol. Ouais, non, tu bouges pas là, t'es impeccable. Ok, je vais mettre Christian au bouillon. Sécurité, c'est libre. En arrière, de 5 mètres encore. Christian est dans le bouillon, il rejoint les gens. Là, la SIG. Et Christian est en train de lutter comme un fou dans le courant là pour aller rejoindre le poteau électrique. Il en chie comme un rat mort. Ouais. Christian doit lutter. Le courant est trop fort, impossible de rejoindre les 2 hommes. Valérie le treuilliste va tenter une manœuvre. Il remonte le plongeur en amont pour que le courant l'amène jusqu'au poteau. Voilà, ok, il est dans le bouillon, il est en train de couler, je laisse filer, comme à la pêche. Allez, recule de 10 mètres. Le gendarme se rapproche, mais le torrent grossit. C'est bon pour la ligne. Ok, en arrière pour 5 bons mètres encore. Ok, top en arrière. Malgré les fils électriques, le pilote parvient à le rapprocher. Ne recule pas plus, ils sont plus qu'à 1 mètre de sa main. Encore quelques mètres, et le plongeur parviendra à rejoindre les victimes. Bon, ok, il a la main, donc tu peux reculer. Dans un dernier effort, Christian parvient à rejoindre les 2 hommes. Il passe aussitôt la sangle autour d'une des 2 victimes. Alors je vais récupérer, je vais tendre... Voilà, j'y vais gentiment. Un signe au treuilliste, et l'homme est sauvé des eaux. Il remonte gentiment, il est à 15 mètres. Que tu fais des obstacles? Tu prends 2 mètres de haut, voilà. Il y a un abri si je mets sur le côté? Ouais. Est-ce qu'il peut rejoindre le sec? Oui, il peut rejoindre, il n'y a pas de... Vas-y, pose-le alors. Ok, ça marche. Laurent le déplace au bout de son filin jusqu'à un chemin sec où il sera en sécurité. L'hélicoptère repart aussitôt pour voler au secours de son ami. Christian va devoir attraper le filin. Et la manœuvre s'annonce délicate. La sangle, il faut qu'elle arrive à passer sous la ligne. Ouais, j'ai compris. On est à 2 mètres de la ligne haute, enfin la ligne électrique. Ouais. Donc je sais pas comment je fais. Un petit mètre à droite, là c'est super dangereux. Et la sangle qui est à 2 mètres de lui, mais si on se rapproche, on touche la ligne. Et je vais toucher la ligne là. Le torrent de boue continue à grossir et arrache tout sur son passage. Mais le pilote tente une dernière manœuvre. Et cette fois, Christian parvient à attraper le filin. Impeccable.
C'est bon. Il passe la sangle autour du deuxième homme, qui va rejoindre son ami. Les deux victimes reviennent de loin. Les gendarmes du ciel leur ont sans doute sauvé la vie. Position bonne hauteur, il touche. Mais Christian le plongeur est toujours accroché au poteau. À présent, c'est lui que l'hélicoptère doit venir chercher. Je mets la sangle dans l'eau. Droite maintenant. 2 mètres à droite. J'ai la sangle qui est à sa hauteur et qu'elle n'aime même pas. Allez, hop, impeccable. La manœuvre est plus rapide. En quelques secondes, il rejoint l'appareil. Ça marche. Voilà, impeccable. J'assois Christian. Tu peux glisser carrément à gauche de 50 mètres. Oh putain, t'en as Il chié. arrive à 5 mètres. Mais là c'était chaud, ouais, il y a une tension là, putain. Ah, tu m'étonnes. Non, j'ai eu un peu peur quand même quand je t'ai vu partir. Quand ça se rapproche à 1 mètre de la ligne, je commence à me poser des questions. J'ai rarement eu des situations aussi chaudes. Parce que là, si le câble touche, je vous dis pas les dégâts. Quand je vois Christian dans l'eau, qui a la tête dans l'eau et qu'il est emporté par les flots, je me demande s'il va s'en sortir vivant en fait, oui. Et là, on se pose la question. Je le sors pas, voilà. Et après, c'est à l'instant. Bon, enfin bref, bravo. Ouais, on a bien bossé. Pas vraiment le temps de souffler. L'hélicoptère est le seul véhicule à pouvoir circuler à Lalande-les-Morts. Il va encore être mis à contribution. On va aller voir devant s'il y a encore des gens à sortir. Ouais, ça marche. L'équipage fait un survol de la ville. Lalonde est sous les eaux. Les gendarmes sont sur le point de rentrer quand tout à coup quelque chose attire leur attention. Derrière, il y a du monde sur le toit là. Voilà, ok. Un homme et une femme ont trouvé refuge sur le toit de leur maison. Ah, j'ai vu Christian dehors, en avant pour 15 mètres. La nuit va bientôt tomber. Christian n'hésite pas une seconde. 1, 2, voilà, ok, c'est bon. Alors, en avant pour 3 mètres. Ok, top en avant. À gauche, 3 mètres. À gauche, 2 mètres. Ok, top, bonne position, bonne hauteur. Sécurité pour moi, c'est libre. Ok, tu la mets là au fond. Ok, Christian remonte gentiment. Attends, c'est Christian qui remonte? Ouais, parce que je pense que le gars il veut rester là. Ah d'accord. Okay. On prend que la gamine, le mec il veut rester chez lui. D'accord. La jeune femme est emmenée seule, au sec, à la caserne des pompiers. À fond. Voilà, allez, Christian monte. C'est bon? On va le sécuriser. Ouais, sécurise-le. Voilà, c'est bon, sécurisé, c'est libre. L'hélicoptère repart. Ok, petit tour d'horizon, je vois pas les autres. C'est libre pour moi. Je peux prendre l'altitude. Aujourd'hui, l'équipage a sauvé 4 personnes. Mais leur mission va devoir s'arrêter. Là, de toute façon, c'est la nuit, là, donc on a fini. Hein. Il est dangereux d'élitreiller la nuit et pour le moment, il n'y a plus personne à sauver. Ok, pour la queue à gauche, c'est libre. Je serai peut-être après 50, on est posé pour compléter. Retour à la base, mais la journée n'est pas encore terminée. Valérie, le treuilliste, a encore du travail. Et maintenant, on va tout remettre en condition. L'appareil doit toujours être opérationnel et toutes les pièces entretenues à la perfection. Voilà, quand on voit, c'est ça qui tient une vie. Ça, le grain serti. Les gens ils sont accrochés à ça. Donc la tension particulière, elle réside là-dedans. S'il y a eu des à-coups, des chocs, on peut endommager le bout du câble et perdre des gens au bout. On peut s'assurer de l'entretien, ouais, de l'état du truc. Les hommes sont encore sous tension. C'est un peu plus tard, dans la salle des pilotes, que la pression retombe. Cool. Bravo. On a bien bossé. Putain. Ouh. Maintenant on lâche. Vous avez pris du plaisir là? Ah ouais. Là on a pris un plaisir pas possible.
Sur le moment, c'est chaud, mais sur le moment, c'est chaud, quand on a oui. fini, on est trop content. On fait donc un petit briefing là, un petit débriefing. 5 minutes, posez vos affaires. Ils sont où donc les mécanos? Il y en a encore au rez-de-chaussée. Depuis des années, ces hommes partagent les mêmes épreuves. Ils ont sauvé des dizaines de vies, souvent au péril de la leur, et leur solidarité est sans faille. Ce soir, leur chef, le lieutenant-colonel Jean-Paul Blois, les a attendus. Il tient à leur parler. Bon les gars, rapidement un petit débriefing de la journée qui a été dense. Bon, il y a des soirées où on est particulièrement fiers d'être votre chef et ce soir, ça n'est une. Donc bravo à tous. Hein. Et puis donc quand même un satisfecit particulier à nos deux plongeurs qui, comme d'habitude, ont fait preuve de leur grand courage. Si j'en crois, donc aussi bien les pilotes que les mécaniciens qui m'ont dit qu'une nouvelle fois, hein, vous avez affronté les flots en furie. Moi je voulais pas y aller, mais ils m'ont obligé. Eh oui, bientôt à la retraite, mais on va le vivre jusqu'au bout. Allez les jeunes. D'ailleurs, demain matin, de bonne humeur. D'accord. Bon, le seul regret, hein, c'est de ne pas avoir été aux commandes aujourd'hui. Hein. C'est ça, vous êtes le coordinateur. Ceci dit, mon colonel, il s'en est bien sorti quand même. J'attends les sécu, c'est parfait. Ouais. Allez les gars. C'est pour ça que vous êtes engagé dans la gendarmerie? C'est aussi pour ça. Et le reste, c'est quoi? Le reste, c'est la tradition familiale. Mon père était gendarme, mon grand-père était gendarme, mes oncles étaient gendarmes, mes cousins étaient gendarmes. J'avais pas le choix. Je devais être gendarme. Le lendemain, le lieutenant-colonel Blois et ses hommes n'auront pas le temps de se reposer. Cette fois, ils sont appelés sur une enquête. L'affaire commence dans les environs de Nice. À la caserne Hausseur, sur les hauteurs de la ville, Karine Legrand est adjudant-chef. Elle dirige la CELTIF, la cellule de lutte contre le travail illégal et la fraude. Avec sa collègue Leïla, elles partent en repérage. Là, on arrive bientôt, donc essayez d'être discret. Dans cette ruelle étroite, la maison des suspects que Karine Legrand a dans le collimateur. Pour voir quelque chose là, c'est un peu difficile. Le portail noir on voit déjà, voilà, c'est là. Derrière ces grilles, habite une drôle de famille repérée par la CAF. Plus d'une dizaine de personnes qui touchent toutes des allocations handicapées. Aucun contrôleur n'a réussi à vérifier si elles sont vraiment handicapées. C'est assez difficile de savoir qui habite exactement à cette adresse. On a certains éléments, on va dire, administratifs, mais ça ne reflète pas forcément la réalité. Là, a priori, il y en aurait donc 14. 14 déclarés. 14 déclarés, et après, il est possible qu'il y en ait davantage. En 5 ans, la CAF leur a versé plus de 400 000 €. Retour à la caserne. Karine et Leïla ont rendez-vous avec Pierre, le contrôleur de la CAF, qui a demandé à la gendarmerie d'intervenir. C'est particulier qu'on C'est très particulier, ça aurait été très difficile de faire ça par un contrôleur de la CAF. Derrière sa grille imposante, la villa est à l'abri des regards. Ce que soupçonne Karine Legrand, c'est que tout un clan abuserait des allocations et exercerait même une activité professionnelle non déclarée. On a pas mal d'éléments qui nous laissent supposer qu'il y a une activité dissimulée. Et donc, le cœur de cette activité est probablement dans l'intérieur de cette propriété. Pour tenter de voir ce qui se passe à l'intérieur, Karine et sa collègue Leïla ont adopté une première tactique. Elles ont mis en place une surveillance de l'entrée de la maison. Et les images sont parlantes. Le jour se lève à peine quand la maison commence à s'animer. Et on a la sortie d'un camion. Donc ça, c'est le type de camion présent au domicile. Vous voyez, c'est quand même assez professionnel, hein. Voilà. Alors, est-ce qu'on va pouvoir voir combien il y a de personnes devant? 1, 2, 3 personnes. 3 personnes dont le handicap ne saute pas aux yeux. On peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire à 7h23 du matin. Un peu plus tard, 2 autres personnes sortent. Bizarrement, elles s'arrêtent pour vérifier si la voie est libre. La ruelle est étroite et sans l'aide des caméras, la surveillance est impossible. Vu la configuration, c'est difficile vraiment de pouvoir les prendre, de les suivre physiquement en fait. Donc
plus, ils sont méfiants. Et en plus, ils sont hyper méfiants. Hyper méfiants. Voilà. Ouais. Tellement méfiant qu'un des membres de la famille fait le guet à heures régulières. Ouais. La maison a l'air d'être un peu en contrebas. Oui, tu vois. bien sûr, oui. Donc du coup, tu vois, ils montent sur quelque chose pour regarder. C'est ce qui fait que nous, on peut pas en fait voir ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Un peu, comme il fait un peu de tout, c'est le va tout faire un peu. Il doit nettoyer, puis après il regarde par des PC, tu sais. Hop, et il est en train de vérifier qui était en train de ouais, passer devant. Il fait toujours ça. Un peu plus tard, le camion qui était parti aux aurores rentre avec une carcasse de voiture sur sa plateforme. Toute la journée, le balai des véhicules est incessant. Karine veut en savoir plus. Et pour voir clairement ce qui se passe à l'intérieur, elle va employer les grands moyens. Allez, c'est parti, on va aller... Il descend ou pas, là? Oui. 2 jours plus tard, sur le tarmac de l'aéroport de Nice, l'adjudant est prêt à embarquer. Moi, ce qu'il me faut, c'est vraiment si on peut le rapprocher au mieux et voir les mouvements des gens qui sont dans cette propriété. C'est ça qui m'intéresse. Ok, c'est bon pour tout le monde, les portes sont fermées, les ceintures sont attachées, les téléphones sont coupés. Le ciel est découvert. L'hélicoptère va pouvoir observer la villa de très haut, à plus de 3000 mètres. À cette altitude, même le guetteur de la maison ne pourra rien voir. Là, ici, on a, il me semble... Donc c'est quelle maison? Je filme, là, j'y suis, là, on a les camions, là. Maison. Voilà, parfait. C'est ça. Je te fais une vue d'ensemble d'abord. Oui, Au bout de quelques minutes, Karine survole la propriété. Elle reconnaît l'imposant portail en haut de l'image, mais l'adjudante a une surprise. Le domaine est beaucoup plus vaste qu'elle l'imaginait. Avec un petit parc bien entretenu, et apparemment il n'y aurait pas qu'une seule maison. Ah, il y a deux petites habitations supplémentaires là derrière. Il y aurait donc au total 3 maisons, et dans la cour, de nombreux véhicules utilitaires. Ouais, il y a de la ferraille, hein. Il y a des enjoliveurs là qui traînent. Ok, ouais bah ça bosse, hein. C'est clair. Hein. C'est clair que ça bosse. Hein. La famille de soi-disant handicapés serait en fait des ferrailleurs qui travaillent au noir. Je découvre la propriété, l'intérieur de la propriété et là on peut y voir des gens qui ont une activité derrière la maison là. Ils sont en train de bricoler. Tu soupçonnais l'ampleur de ce qui se passe à l'intérieur? Que ça soit aussi grand, non. Et autant de camions derrière, non. Parce qu'ils n'en ont pas autant je dirais, de déclarés. Et derrière, il y a des habitations. Tu vois? Ici? Ah ouais, oui, voilà. Donc il y a une entrée, oui. C'est bien de savoir, parce que l'entrée, elle est sur le côté, on n'avait pas repéré ça. Le survol permet aussi à l'enquêtrice de préparer son interpellation. Là, de toute façon, l'accès, on n'aura pas d'autre moyen que de passer par le devant. Ce ne sera pas possible de passer par... ouais. Là, on dirait une échelle, là. Sur le mur, le pan de mur, il n'y a pas une échelle? Ouais, c'est des échelles posées après. Ce sont des échelles, hein? Ouais. Ah, donc ça veut dire que ça peut passer par là. Ouais, ça va donc quand même imposer un dispositif relativement important au sol. Effectivement, je pense qu'il faudra prépositionner du monde derrière le mur, en face des échelles. C'est une possibilité de fuite. Avant de partir, les gendarmes font une dernière vérification. Je regarde vite fait s'il y a du chien. Voilà, là il n'y a rien a priori. Pas de chien qui pourrait sauter sur les gendarmes lors de l'interpellation. Le repérage est terminé. Karine peut rentrer à la base. Largement et on va pouvoir gérer l'OP la semaine prochaine en prenant les dispositions nécessaires en termes de personnel pour pouvoir boucher toutes les issues et assurer toutes les issues. Tout est prêt pour l'interpellation. Il est 5 h du matin.
Allez, départ dans 5 minutes. L'homme qui dirige l'opération, c'est le patron du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie locale. Mais ce matin, ces forces d'intervention ne sont pas seules. Aujourd'hui, on a l'appui de l'hélicoptère, si tout va bien. Si le plafond et les conditions météo le permettent. À 150 km de là, sur la base aérienne de Hyères, l'hélicoptère est prêt à décoller. Il sera à Nice en moins de 20 minutes. Ça s'arrête à plan d'Aragon, on va tourner à plan d'Aragon. De son côté, l'équipe au sol prend la direction de la propriété des suspects. Après 15 minutes de route, la colonne se met en position. Allez, je vais sortir un binôme là. Eric! Dans le dos d'un des hommes, un écran vidéo que les gendarmes ne vont pas quitter des yeux. C'est-à-dire que là, l'hélicoptère, tout ce que l'hélicoptère voit, filme, on le voit. S'il y a un individu qui est armé et qui est sur le site, on va pouvoir le localiser précisément. Ensuite, donc là, il nous filme, là. On voit bien les 2 véhicules et la colonne d'assaut. La colonne d'assaut, ce sont ces hommes cachés derrière la palissade. À plus de 3 km de distance, dans la nuit noire, l'hélicoptère est en place et sa caméra à vision thermique filme toute la scène. Quelques secondes plus tard, il observe du mouvement dans la cour. Psych de l'hélico, donc on a du monde qui commence à bouger secteur Villa 1. Ouais, c'est reçu. Est-ce que vous pouvez m'indiquer si vous le voyez se diriger plein est vers la sortie portail? Ouais, psych de l'hélico, donc toujours au même endroit entre Villa numéro 2 et Villa numéro 1. Un homme vient de sortir de la maison. Ouais, c'est reçu, je l'ai vu également. Reçu. Le chef modifie immédiatement son dispositif. Là, il y a un individu qui se trouve à l'extérieur. On voit une équipe interceptée. Les suspects seraient une quinzaine. Les gendarmes sont donc venus en force. Une quarantaine d'hommes. À quelques mètres de là, Karine est anxieuse. Pour elle, cet assaut est l'aboutissement d'une longue enquête. Écoute, là on se met en position pour pouvoir rentrer à l'intérieur de la propriété. Donc là on attend parce qu'il y a du mouvement et on essaie de voir comment on va accéder à l'intérieur. Voilà. Mais un nouveau rebondissement va bousculer leur plan. L'hélicoptère observe encore du mouvement dans la cour. Il y a du monde qui sort là, il y a un mec qui sort. Il y a un personnel qui sort, attention, une personne est en train de sortir, arrive sur le PSIG. Cet homme, le voici. C'est le guetteur. Et il semble plutôt surpris par ce qu'il découvre. Allez, ouvrez la porte, dépêchez-vous. Dépêchez-vous, ouvrez cette porte. Ouvrez le portillon sinon, je vous ai dit. Ouvrez la porte ou on la casse. Ouvrez la porte. L'homme prétend qu'il n'a pas la clé. Sans doute une ruse pour gagner du temps. D'autant qu'un troisième homme sort lui aussi de la maison. Bougez pas! Gendarmerie, bougez pas! 2 personnes côté villa numéro 1, secteur Delta. Restez là! Ne bougez pas! 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes maintenant sorties villa numéro 1. Toute la maison est réveillée. Cette fois, les gendarmes décident de donner l'assaut. Il y a quelqu'un qui est derrière, mais ça... Allez, c'est parti! Le villa numéro 3. Voilà, parfait. 2 colonnes de gendarmes s'engouffrent dans la propriété. D'autres cernent toutes les issues. Ça va bien se passer. Mettre un tricot quand même. Oui, allez-y. Adjudante Legrand, on va vous placer en garde à vue aujourd'hui. Allez, ça rentre. Ça rentre. Les suspects n'opposent aucune résistance. En quelques minutes, les soi-disant handicapés sont interpellés.
Ok, je prends à gauche. Faites toutes les portes. Annoncez-moi si c'est clair, les gars. Allez, par là, celle-là. Toutes les pièces de la maison sont passées au peigne fin. Il y a quelqu'un dessous. Regarde s'il y a quelqu'un dessous le lit. Sous le lit. Une personne ici. Les suspects sont menottés et sortis de la maison les uns après les autres. Placés en garde à vue, ils sont emmenés à la gendarmerie pour être interrogés. L'hélicoptère s'est rapproché. Sa mission n'est pas encore terminée. Je vais éclairer donc la zone de travail pour une progression en sécurité des personnels au sol. L'appareil allume son projecteur. Les gendarmes peuvent maintenant voir la cour comme en plein jour, ou presque. Ils emmènent les derniers suspects. Dans la rue, c'est le balai des dépanneuses qui commence. Tous les véhicules sont saisis. Ils permettront, si la famille est reconnue coupable, de rembourser une partie des allocations illégalement perçues auprès de la CAF. Ils sont flambant neufs et témoignent d'une activité florissante. Vous avez chargé combien de véhicules? Là, 4. Moi, 4. 4. En tout, hein. Plus un... Je crois qu'il en charge une autre, ça fait 2. Donc ça en fait 6. Ça fait 6 véhicules. C'est beaucoup, hein? Comment? C'est beaucoup? Là, aujourd'hui, ouais. D'habitude, c'est 2, 3. La perquisition a permis également de saisir nombre de documents. Relevés de banque, factures, devis, attestant du train de vie de la famille. Karine est maintenant beaucoup plus détendue. Elle va pouvoir boucler son enquête. Au niveau de la perquisition, là on est encore en train et il y a quand même pas mal de taf encore à réaliser. Mais voilà, ça se passe bien. On va commencer à faire le point sur ce qui va être récupéré, pas récupéré, et on a trouvé pas mal d'éléments. Voilà. En poursuivant leurs investigations, les gendarmes découvriront qu'il s'agissait en fait d'une bande organisée, utilisant de faux certificats médicaux pour faire croire à des handicaps. Cette famille aurait détourné au total près d'1 million d'euros, répartis sur 28 comptes en banque. Mis également en examen pour travail illégal, tous leurs biens ont été saisis. Remis en liberté, ils sont aujourd'hui dans l'attente de leur jugement. La Côte d'Azur, c'est aussi des reliefs montagneux, des paysages provençaux à la nature intacte, difficilement accessibles par la route. À la gendarmerie du Bossé, dans l'arrière-pays, la brigade est en alerte. Un jeune homme vient de disparaître. Il faisait du motocross dans le massif de la Sainte-Baume. Une zone sauvage et accidentée. Ils sont repartis dans le vallon des Folies, là, les pompiers. Parce que... Ah, qui est juste au-dessus de l'endroit où ils En fait, eux, alors les pompiers, ils ont remonté tout ce qui est impraticable, là. Avec leur 4x4. Avec le 4x4 Defender, et ils sont montés jusqu'aux ruines. C'est grand comme terrain? Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme, et en plus, hormis les routes carrossables, on a une partie très importante, si ce n'est encore plus importante, de chemin. De chemin, des pistes qui se terminent un peu n'importe où, des endroits étroits, moins étroits. Un territoire de 15 km sur 30, un périmètre tellement vaste que la brigade fait appel à l'hélicoptère. Le colonel Blois, le patron de la section aérienne, a dû abréger son dîner. J'étais en train de terminer mon repas. En effet, j'avais des invités à la maison, mais c'est pas grave, hein, on est là pour ça. Il n'y a pas de souci. Et comme je suis le second pilote de permanence, je viens renforcer l'adjudant Fleck, donc le pilote de première alerte. Et la nuit, donc, il vaut mieux partir en effet donc, à 2 pilotes, c'est quand même beaucoup plus facile. On est quand même donc, près des reliefs, hein. On est assez proche donc, du Goudon, du Faron, on sera donc, près donc, de gorges assez importantes, donc c'est bien d'être à 2. Le jeune motard était parti s'amuser dans le massif, une zone interdite au motocross. Apercevant une patrouille, il s'est séparé de son binôme. Depuis, plus aucune nouvelle. Sa famille est inquiète. Apparemment, il est pas rentré depuis sa prestation moto, c'est ça? C'est ça, en fait. Il était à 2 sur la route, ouais. Dans les chemins. Et ils se séparaient un moment. Ouais. Et donc l'autre
n'a pas rencontré son collègue voilà, sur leur point de rendez-vous qui s'était fixé. Du coup, ils ont commencé à chercher et ils n'ont pas retrouvé. D'accord. Ils le cherchent depuis 17h. Depuis 17h, ils le cherchent. L'hélicoptère va peut-être permettre de retrouver le motard perdu dans la garrigue. S'il est blessé, chaque minute compte. Les gendarmes passent le massif au peigne fin, mais la nuit, peu de chances de retrouver le jeune motard. Seule l'utilisation d'une lumière ou d'un feu pourrait alerter l'hélicoptère. Après 1 heure de recherche, le colonel préfère décrocher. Là, apparemment, donc, on aura quelques difficultés donc, à trouver ce soir, donc le mieux c'est de rentrer sur zone pour économiser le potentiel. Retour à la base, il est 22h30, mais le pilote n'a pas dit son dernier mot. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est prendre contact avec l'équipe au sol qui assurait donc la recherche, leur dire quel a été notre travail pour qu'ils puissent, eux, réorienter les recherches en conséquence. Et je pense que le mieux désormais, c'est prendre contact avec le second motocycliste, lui demander quel itinéraire a été suivi donc, exactement donc, par le jeune qui a disparu. Et demain, au lever du soleil, on partira donc avec l'écureuil et on fera donc une recherche basse altitude sur l'itinéraire emprunté. C'est bien pris pour le trafic et on est aligné à Sierra 23 prêt à décoller pour le franc gendarme. Le lendemain matin, les recherches reprennent, mais la météo n'est pas très favorable. Décollage Sierra 23 et virage à gauche à l'issue. Reçu, trafic. Le pilote ne doit pas oublier les impératifs de sécurité. Pas bonne. On peut pas voler proche du relief à petite vitesse. Là on est dans les rabattants et les turbulences. Donc on est obligé de garder un petit peu de vitesse et un peu de hauteur pour pas se faire surprendre. Et le problème c'est qu'il y a aussi les nuages qui nous empêchent de prendre plus de hauteur. Retrouver un motard dans ces conditions revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. La végétation est dense, les reliefs escarpés et les sentiers innombrables. Le motard est peut-être blessé, incapable de se signaler. Au sol, les véhicules des gendarmes sont partis eux aussi à la recherche du motard. Mais pour le moment, personne n'a rien trouvé. Il y a pas mal de sentiers par là, on va essayer de travailler de ce secteur. Le motard a disparu depuis maintenant plus de 17 heures. Il n'avait rien à manger ni à boire. Les recherches durent depuis une demi-heure, quand soudain le mécanicien alerte le pilote. Voilà, tu vois. Regarde, t'as quelqu'un qui fait signe là-bas, tu vois, regarde. Ouais, exact. Voilà, tu vois. Ah, tiens, il y a un truc orange là-bas. Il roule ou qui roule pas? Non, en flanc de colline. T'as quelqu'un qui fait signe là-bas, tu vois, regarde. Ouais, exact. Voilà. Ok, ça marche. Tu vois? Bon, j'avais bien vu quelque chose. Ça peut être intéressant. La présence de la moto à côté de l'homme qui leur fait signe ne laisse plus aucun doute. Ok, bon bah c'est cool. Ah super. On va vérifier que c'est bien lui. Bon, mais de toute façon, si le gars nous a fait signe, il y a des chances. Le pilote envoie les coordonnées GPS aux équipes au sol qui n'ont plus qu'à se diriger vers le motard. Quelques minutes plus tard, le jeune homme est retrouvé sain et sauf. Il est maintenant hors de danger. C'est agréable de pouvoir retrouver les personnes que l'on recherche. Il faut avouer que c'est pas toujours le cas, et quand on les retrouve, elles sont parfois mortes. Mais en l'occurrence, le jeune avait l'air en bonne santé, malgré une nuit passée au froid. Donc c'est vrai que c'est la satisfaction de s'être rendu utile. C'est la grande justification du métier que l'on fait. Quelques heures plus tard, le motard perdu a retrouvé sa maison. Maxime a 26 ans, il est en bonne santé. Il a été victime d'une panne d'essence. Mais sa mère a passé une très mauvaise nuit. Là, je crois que c'est la plus grosse peur de ma vie. Hein. C'était vraiment... je ne peux pas expliquer. C'était... Je sais pas. Il y a tout qui passe par la tête. On s'imagine le pire. Hein. C'est... Ouais. De toute façon, on imaginait tout. Alors,
qu'il a une jambe cassée là-bas et qu'il n'arrivait plus à bouger, c'est surtout ça. Et comment s'est passée la soirée, la nuit, comment t'as fait? Très dur. T'as dormi, t'as eu froid? J'ai eu froid, très froid, avec la pluie aussi. Et tu seras encore là-bas, tu penses, sans l'hélicoptère? Oui, je pense, oui. Au départ, Maxime était parti faire une balade, comme tous les samedis. Merci. Nous, il est parti, il devait aller à la carrière s'amuser, faire un petit peu de moto. Et il s'est trompé de chemin. Nous, on a tourné, avant d'appeler les gendarmes, on a tourné pendant 2 heures pour essayer de le retrouver, dans la colline et tout. Il y avait du monde de partout dans la colline, hein, mais on ne trouvait pas. Et on avait beau gueuler, cette nuit, on avait beau gueuler tant qu'on voulait, ça ne résolvait pas le problème. Et bon, après, on a appelé les gendarmes et eux, ils ont mis l'hélicoptère en route. Maintenant, les nerfs se délient, là, c'est un gros soulagement, mais ça a été très très dur, hein. Très dur. Maxime n'a pas l'intention pour autant d'arrêter le motocross. Donc c'est celle-là, c'est laquelle? C'est avec cette machine qu'il s'est perdu, et c'est avec elle qu'il compte bien repartir le week-end prochain. Mais cette fois, il a promis à ses parents d'être prudent. À la Londe-les-Morts, 3 jours après la catastrophe, la ville panse ses plaies. Le commandant Sanchez, le patron de la compagnie des gendarmes de Hyères, n'avait pas connu un tel drame en 15 ans de service. Et c'est dingue parce qu'on a l'impression que c'est la rue des sinistrés, quoi, ici. Là. C'est voilà, regardez, là. Il n'y a plus personne, c'est... Les rues sont désertes, comme si la ville avait été abandonnée par ses habitants. Quelques centaines de mètres plus loin, le cours d'eau est devenu inoffensif. Toujours sur place, le fameux 4x4 rouge derrière lequel s'étaient abrités les sinistrés pris au piège. C'est ici que Christian le plongeur avait lutté pour sauver 3 hommes en perdition. Au total, la catastrophe a causé 3 millions d'euros de dégâts et coûté la vie à 4 personnes. Mais il reste une victime toujours portée disparue, une petite fille de 8 ans. Les gendarmes disposent d'une piste. Le cartable de la fillette a été retrouvé dans le port. C'est le commandant qui dirige les recherches. Une dizaine de plongeurs fouillent les eaux du port depuis plusieurs heures. Certains disent que ça revient à rechercher une aiguille dans une boîte de foin, mais c'est un peu ça, mais on ne se l'interdit pas, quoi. On ne se l'interdit surtout pas, et même si ça doit nous prendre une semaine, on ratissera vraiment la zone centimètre par centimètre. Les fouilles se poursuivent sans relâche, dans le port, mais aussi dans la rivière. Malgré la mobilisation, les équipes de recherche ne trouvent rien. Mais le commandant ne veut pas renoncer. Il lui reste une dernière carte à jouer, l'hélicoptère. Dans ses recherches, l'équipage bénéficie d'une aide précieuse, la caméra au zoom surpuissant qui permet de ratisser la zone comme le souhaite le commandant, centimètre par centimètre. Ouais, stop. Là, vous descendez donc un tout petit peu à gauche. Ça, c'est quoi? Je sais pas trop, mais c'est de la pièce plastique. En fait, tout ce genre de petits obstacles là, enfin de petits éléments, clairement, c'est pas évident de voir si c'est un reste de corps humain ou autre chose, quoi. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Les gendarmes descendent la rivière jusqu'à la mer. Ils ne veulent rien négliger. Oh, parce qu'elle peut être sous n'importe lequel de ces arbres. Ouais. C'est vrai que même en ayant cherché avec un peu de terre, un peu de boue, ça se trouve sous les arbres là. Bah, surtout quand on voit la quantité de limon qui a été remuée. Ouais, plus, ouais. Après la rivière, les recherches continuent le long de la côte, sur des criques inaccessibles à pied. L'équipe va-t-elle découvrir un indice? Il y en a des merdes, hein. Là, c'est bien merdique. Là, c'est de la merde, hein. Là, ça vaudrait le coup d'aller voir ici, hein. Ouais, parce que là, il y a même une espèce de canoë ou de bateau en dessous, on le voit à peine. Là-dessous, t'as de la merde, hein. Après 1h30 de recherche, l'équipage ne trouve rien. Ouais, c'est toujours un petit peu démoralisant, mais bon, on essaie de s'y remettre rapidement, quoi. Faut pas lâcher. Au sol et dans les airs, les sauveteurs n'abandonneront pas les recherches. Comme le commandant Sanchez l'avait promis, les gendarmes ont retrouvé la petite fille. Hélas,
Après 4 mois d'efforts, c'est son corps qui a été découvert sur les berges de la rivière.